de continuer à vous éclairer, nous, notre audience, à travers nos différentes expériences. Aujourd'hui, on a décidé en fait de parler des différentes démarches administratives pour venir aux États-Unis en qualité d'étudiant. Oui, on a réalisé une chose, c'est que tout le monde ne peut pas immigrer aux États-Unis en qualité de résident permanent. Encore là, les dimanches sont compliqués et souvent, c'est parfois un coup de chance. Mais maintenant, on répond à une question qui nous a été dressée en commentaire et la personne s'appelle Stéphane. Aujourd'hui, on va répondre à cette question parce qu'il a clairement omis le fait qu'il faudrait qu'on parle de comment immigrer aux États-Unis en qualité d'étudiant. Sur ce, on va s'y atteler et surtout rester jusqu'à la fin parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que vous allez apprendre beaucoup de choses. Salut les amis, moi c'est Asiana. Salut les amis, moi c'est Warren. Et bienvenue dans notre chaîne YouTube qui s'appelle Et si on en parlait? Dans cette chaîne, on va vous parler en général des États-Unis, de la famille, des couples africains, de la motivation et du business. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment se passe la procédure pour venir aux États-Unis en qualité d'étudiant. Ok les amis. Pour continuer, je te demande d'abord, si tu es nouveau, si tu es nouvelle ici dans cette chaîne, abonne-toi à la chaîne parce qu'on a beaucoup d'informations très importantes à vous donner et c'est gratuit pour vous les abonnés, ok? Donc, une chose à faire, abonne-toi et la seconde? Et surtout, clique sur la cloche afin de recevoir nos notifications gratuitement sur nos contenus et surtout partage cette vidéo parce que on reste convaincu que cela va donner beaucoup d'informations aux gens. Il ne faudrait pas que ces personnes-là ratent cela parce que il faudrait qu'on puisse grandir dans la communauté en fait. Comment se passe alors la procédure du visa étudiant aux États-Unis? On va parler de ce sujet parce que un des abonnés a demandé cette vidéo et on va prendre le témoignage de Warren parce que Warren était arrivé aux États-Unis grâce au visa étudiant. Ok Warren, quel est d'abord le diplôme qu'on doit avoir pour venir commencer les études aux États-Unis dans le cas de ce visa étudiant? Alors, le diplôme qu'il faut avoir, bien évidemment, c'est le bac. Il faut avoir le bac pour venir aux États-Unis. Et voilà, c'est le premier diplôme. Hein. C'est-à-dire, c'est le premier diplôme qu'on demande pour immigrer aux États-Unis, c'est le bac. Ce que je peux ajouter, au minimum, il faut avoir le bac. Si tu as plus de bac, c'est toujours bien. Mais il y a les gens aussi qui n'ont pas le bac, qui vont venir commencer avec ce qu'on appelle le high school, qui est peut-être avoir le bac. Mais vraiment, ici, on parle de quelque chose qui va beaucoup vous aider. Si tu as au moins le bac, tu pourras venir directement commencer à l'université au lieu de venir commencer au collège. Tout à fait, parce que c'est si bien de le préciser, parce que tout le monde ne vient pas avec les mêmes opportunités. Et voilà quoi, moi aujourd'hui je vais juste vous parler de mon expérience à moi. Quelqu'un d'autre pourra avoir une autre expérience, mais le plus important c'est de répondre à la question de notre abonné en fait. Ok, et pour faire ce visa étudiant, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est aux États-Unis pour nous aider à faire ça? Et selon ton cas, Warren, qui t'a aidé à faire cette préinscription jusqu'à ton arrivée ici aux États-Unis? Alors, par rapport à ta première question, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que tu peux avoir quelqu'un sur place qui peut, pourquoi pas, t'aider, te faciliter les procédures. Parce que la personne est sur place, la personne peut directement aller à l'école, etc. Mais souvent aussi, la nouvelle règle aussi que les écoles ont décidé de mettre en place, c'est le fait que souvent, ils préfèrent que c'est l'étudiant lui-même qui fasse ses démarches en ligne, en fait. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux postuler pour une école par rapport à la ville, par rapport à une ville quelconque, ce que l'étudiant, et là même on a été confronté à ce cas-là, c'est-à-dire que quelqu'un nous avait contacté pour dire que j'entre de venir aux États-Unis pour étudier, mais on est parti sur place. L'école nous a en fait dit que c'est mieux que c'est la personne elle-même qui fasse la démarche en ligne en fait. Parce que en fait, je pense que si les écoles parlent de ça, c'est parce que clairement aussi ils veulent pourquoi pas déjà que l'étudiant se mette déjà dans le bain lui-même aussi par rapport à avoir déjà une idée de l'environnement qu'il attend lorsqu'il sera
à l'université en fait et dans l'école. Ce que je dois ajouter, dans le cas de Warren, Warren avait déjà quelqu'un qui habitait aux États-Unis et en ce moment-là, la personne était au pays et c'est ce qui a fait que il a aidé Warren à faire sa préinscription, mais ils ont fait ça en ligne parce qu'il était au pays, ok? Dans le cas là, tu pouvais faire ça. Il pouvait faire ça s'il se trouvait aux États-Unis parce qu'il avait fait un tour au pays. Mais je crois que les règles ont quand même changé parce qu'il y a aussi un exemple que je peux prendre. Je devais faire une préinscription pour quelqu'un qui était en Afrique. Je me suis rendue à l'école dans un collège et ils m'ont dit catégoriquement, moi je peux rien faire. Tout ce que moi je peux faire, c'est lui donner les informations, mais tout c'est elle-même qui doit faire en ligne. Et financièrement aussi, l'argent, elle doit faire le transfert directement à l'école. Yeah. Tout à fait, tout à fait. Ok, la préinscription se fait en ligne. Vous remplissez tout ce que vous allez remplir. Et puis, je veux juste rappeler, ok, toi tu es en Afrique, tu vas demander quelle école je vais choisir pour faire ma préinscription parce que moi je ne suis pas aux États-Unis, je ne connais pas les écoles aux États-Unis. Ok, pour le cas de Warren, comment tu as trouvé l'école? Ben, l'école, c'était par rapport à mon oncle hein, qui était déjà ici au Nebraska. Donc, du coup, ça a été plus facile en fait. Mais maintenant, encore une fois, la chance que j'ai pu avoir ne doit pas limiter d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que parce que peut-être moi j'ai eu cette opportunité-là que ça veut maintenant dire que elle doit forcément passer par là. C'est-à-dire, parfois tu peux aussi même aller dans une ville là où tu ne connais pas quelqu'un. Mais ce qui va se passer, c'est que puisque si tu es bien inscrit et que les démarches se passent bien pour toi, l'adaptation souvent est très facile en fait. À la base, même tu n'as même pas forcément besoin de quelqu'un pour t'orienter parce que tout est là déjà prêt pour t'aider en fait. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire maintenant pour ceux qui n'ont pas les parents sur place, ça ne doit pas être une excuse pour dire maintenant que non, déjà je ne peux pas, c'est pas possible, non, non. C'est-à-dire peu importe les possibilités, chacun a son expérience à traverser en fait. Et je peux aussi ajouter, pour le cas de Warren, il avait quelqu'un qui est déjà américain, qui vivait en Amérique et qui avait fait un tour au pays, ce qui faisait que la personne lui a conseillé une école là où dans le state ou l'état que la personne habitait. Donc Warren n'avait plus à chercher quelle école. Et pour mon exemple, la fille que je devais faire la préinscription, tout ce que l'école m'avait dit, elle devait tout faire elle-même en ligne, mais au moins au minimum, je lui donnais les informations, quelle école existe, dans tel état. Donc, parce que quand tu es en Afrique et que tu ne connais pas, tu vas commencer par quelle école, ok? Et tu ne sais pas d'abord. Et l'autre chose, c'est que tu ne sais pas si l'école en question aussi existe, tu vois? Sur Internet, il y a tout. Il y a les bandits sur Internet. Tu peux choisir une école, tu fais tout, tu paies ton argent. Après, l'école n'existe pas, ok? Donc, je vous conseillerais vraiment, si vous avez une connaissance ou connaissance éloignée ou amie de la famille ou que la personne a vraiment dans son état, vous cherchez une école comme ça, vous vous lancez, ok? Parce que choisir juste en ligne comme ça, là, je n'ai pas trop confiance, ok? Donc, on va partir à la prochaine question pour Warren. Et après avoir fait votre demande en ligne, quels sont les documents que vous avez aussi envoyés en ligne pour accompagner ta demande? Bon, déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que en fait, à la base, les documents que j'ai envoyés maintenant, c'était plus les documents que j'avais envoyés en ligne, mais par la poste, en fait. Okay. C'est-à-dire, on m'a demandé une copie du bac, les relevés de notes des trois bulletins de terminale, l'attestation du bac et le relevé des notes du bac. Et le dernier document aussi, c'était une attestation de prise en charge et le relevé bancaire du preneur en charge. Okay. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'école veut se rassurer que lorsque tu postules en qualité d'étudiant, tu as quelqu'un qui a suffisamment d'argent dans son compte pour payer tes études ici aux États-Unis en fait. Mais j'ai une question, si toi-même tu peux payer tout ça toi-même, est-ce que tu as toujours besoin de quelqu'un pour venir te supporter? Bon, ça dépend. Le truc c'est que si tu es mineur, ils vont demander pourquoi pas une attestation parentale. Est-ce que tu vois? Maintenant, si toi tu es majeur et que tu as les moyens, oui, là il n'y a pas de problème. Ok, pour rire, est-ce que à l'époque là Warren était mineur? Non, j'étais déjà doyen. Ok, encore une petite parenthèse. Est-ce que quand on a le bac, on est mineur?
On va à l'université. Ben écoute, ben oui, mais il faut reconnaître que aussi il y a des personnes intelligentes, hein, il y a des petits maintenant actuellement qui ont le bac tôt. Nous maintenant on fait partie de la vieille école, donc faut pas aussi bloquer. Voilà, il y a les petits qui gagnent le bac à quoi, à 16 ans. Donc du coup, il y a les petits même qui à 12 ans. Voilà, donc voilà, il faut penser à tout ce monde-là, mais il y a toujours ce côté-là où l'État demande toujours ou l'école demande toujours à l'étudiant de fournir une attestation parentale parce que c'est pour protéger en cas de situation difficile. Voilà. Ok. Après avoir envoyé tous ces documents par la poste, tu as attendu combien de temps pour avoir la réponse de l'école? Bon, c'est environ 3 semaines. C'est-à-dire l'école va t'envoyer un email pour te dire que finalement tu as été accepté. Et maintenant, après, ce qui va se passer, c'est que l'école va te demander d'envoyer les frais de dossier pour qu'on t'envoie ce qu'on appelle le I-20, mais qui est en fait la préinscription en français, que voilà, tu vas payer une certaine somme pour que on t'envoie ton inscription en fait par la poste. Donc le I-20 c'est la préinscription qu'on envoie pour les visas étudiants. Ouais. Oh, je savais pas ça. Moi, je n'ai pas fait la procédure de visa étudiant, donc je apprends aussi avec Warren comme vous, ok? Ouais. Ok. Dans la préinscription, est-ce que dans la préinscription, il y a les informations ou par rapport à la date de la rentrée, tout ça? Tout à fait, tout à fait. Dans la préinscription, déjà, il y a bien évidemment l'école où tu vas, la ville, etc., l'adresse. Et il y a aussi la date à laquelle tu dois commencer les cours. Et il y a encore une petite notice en bas, là où on te dit en fait que tu dois être à l'école avant que l'école ne commence en fait. C'est-à-dire, tu dois être dans la ville environ 1 à 2 semaines à l'avance. Parce que l'école en fait, elle fait des orientations en fait. Donc il ne faudra pas que tu sois en retard. Maintenant, ce qui peut encore se passer, c'est qu'en cas d'exception, parce que aussi là, il y a eu des cas d'exception là où, par exemple, on te disait que tu devais commencer l'école, par exemple, le 24 décembre, mais toi, tu ne peux pas te présenter à temps, en fait, parce que tu es encore dans les procédures. Ce que l'école fait, en fait, c'est que l'école va te délivrer un mot, en fait, c'est comme une espèce de laisser-passer qui va t'aider à franchir les barrières de l'immigration quand tu vas arriver, en fait. Ok, j'ai encore une question par rapport à la préinscription. Est-ce qu'à l'intérieur de la préinscription, on met le montant de l'école que tu vas payer? Et ce montant, c'est par mois ou bien c'est l'année? Bon, le truc, c'est que déjà, même quand tu postules pour l'école, même en ligne, quand tu rentres dans le site et que tu postules pour l'école, on te montre déjà même le montant, en fait. Ça veut dire que la personne, c'est-à-dire quand tu vas donner les documents pour le preneur en charge et le relevé bancaire, ils veulent en fait être sûrs que l'argent soit suffisamment assez dans le compte pour que tu ne puisses pas manquer d'argent pour payer ton école en fait. Donc c'est ça. Donc le truc c'est que le montant c'est-à-dire la somme même est déjà compris dans la préinscription en bas de la feuille en fait. Et cette somme-là, c'est le montant que tu dois payer par mois ou par année? Bon, le truc c'est que la plupart du temps à la base on te donne souvent ça à l'année, hein. Mais bien évidemment ce qu'on fait c'est comme nous on est des Africains, on revient. Nous ce qu'on fait c'est que bien évidemment on te donne ça à l'année, mais le truc c'est que et on peut te donner ça à l'année, mais quand tu rentres aux États-Unis, voilà quelque chose que je dois préciser. Quand tu rentres aux États-Unis, tu rentres d'abord pour faire les cours de ISL, ce qu'on appelle l'année de langue. Et l'année de langue, en fait, ça se fait, c'est par des sessions. Ça veut dire que toi qui es étudiant international, on ne va pas forcément te dire que non, tu vas payer par exemple l'année, tu vas payer tout ce montant-là, par exemple toute l'année, non. On va te dire par session, voilà ce que ça va coûter, ce que tu vois. En fait, on te charge, on te donne un montant par session. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que ta première année de langue, ça a été payant, parce que je sais que quand tu arrives aux États-Unis, ok, pour les gens qui ont la green card, les cours d'anglais, il y a les endroits où c'est payant et il y a les endroits où c'est gratuit. Et moi, je me rappelle que quand je faisais mes cours de langue dans un collège, je crois que c'était gratuit. Ben écoute, le truc c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que nous on est venus, notre première raison pour venir aux États-Unis c'était pour partir à l'école en fait. Okay. Donc ça veut dire que l'immigration déjà c'est que tu es là pour partir à l'école. Donc si pas, c'est certes, il y a des on va dire ça comment, il y a des centres, il y a des laboratoires de langue gratuits aux États-Unis. Mais l'immigration veut être sûr que la raison pour laquelle tu es venu dans leur pays, c'est que tu vas à l'école en fait. Parce que bien évidemment, c'est clair, tu peux apprendre l'anglais partout, mais on te retrace
à travers tes notes, à travers ta régularité, ce genre de choses-là en fait. Ok, comme Warren l'a si bien dit, il y a une différence aussi quand tu viens en tant que étudiant étranger et quand tu viens pour la résidence permanente. C'est différent parce que les gens qui ont la résidence permanente, on a plus, comment dire, plus d'aide que les étudiants étrangers. Parce que étudier étranger, ça veut dire que tu viens juste pour étudier et rentrer dans ton pays, ok? Or que les gens qui viennent avec la résidence, vous êtes là pour résider aux États-Unis. Et c'est vraiment différent vivre en tant que résident permanent et étudiant étranger. On va passer, on va avancer. Et après avoir reçu ta préinscription, tu dois aller à l'ambassade, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment ça se passe? Ok. Après que tu aies fait, tu as eu la réponse de l'école par rapport au dossier que tu as fait en ligne, tu as eu ta préinscription. Après la préinscription, c'est maintenant l'étape de l'ambassade. Comment tu as préparé ton interview à l'ambassade? Comment tu as fait jusqu'à aller à l'interview à l'ambassade? Quel processus tu as fait pour avoir l'appointment de l'ambassade? Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le rendez-vous à l'ambassade, ça c'est fait en ligne. C'est en ligne que tu payes directement et que tu prends le rendez-vous. Et maintenant après, le reçu que tu fais imprimer, bien évidemment, quand tu prends le rendez-vous, maintenant après tu l'emmènes simplement à l'ambassade au niveau de la surveillance et les gens vont regarder et puis ils vont te faire rentrer, ils vont regarder ton nom dans la liste. Maintenant, comment est-ce que l'entretien se passe? Ben, comme je l'ai dit au préalable, c'est que normalement les documents que tu avais postulés pour l'école au départ, ce sont les mêmes documents que tu amènes. C'est-à-dire là maintenant en fait on va dire que là tu amènes maintenant les documents physiques pour que eux maintenant ils puissent vérifier l'authenticité de tes documents afin de voir comment est-ce qu'ils vont te faire passer l'interview. Donc avant même qu'on t'emmène devant le consul, ce qu'ils font c'est que ils vont d'abord vérifier tous tes documents et ils te précisent bien que si tu n'as pas emmené tous tes documents, l'argent que tu auras déjà payé sera non remboursable. Donc c'est la raison pour laquelle il est important pour toi que avant d'aller à l'interview, tu dois te préparer par rapport au fait que tu aies tous tes documents. Parce que moi, je ne sais pas si j'ai pu le dire déjà au préalable, mais j'étais victime d'une situation là où je ne retrouvais pas mon bac en fait pendant les minutes à laquelle je me préparais pour l'interview. Et la dame qui m'avait interviewé était tellement quelqu'un de, on va dire, désagréable. Elle n'avait pas un bon, on va dire, elle n'avait pas un bon professionnalisme pour bien recevoir les gens. Et la manière dont elle répondait, ça n'aidait pas la situation. Je ne sais pas si tu vois dans une situation là où les gens, tu t'apprêtes à passer quelque chose de très important que tu attendais depuis des années, ou peut-être même depuis des mois. Et parfois, à cause de la panique et à cause du stress, parfois un document que tu vois là, qui est parfois même sous la table, mais en fait tu n'arrives plus à retrouver ça parce que tu paniques et tu as peur et tu te poses la question de savoir que ça va bien se passer en fait. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on a passé l'interview et que finalement après j'ai retrouvé le bac et puis voilà, j'ai pu passer sur le consul en fait. Donc, en fait, c'est très très intéressant. Je vais revenir sur un peu la panique que tu as eue avant de passer ton interview. Je voudrais d'abord te demander, est-ce que tu peux encore nous citer quels sont ces documents en fait à présenter à l'ambassade ou bien tous les documents sur le processus, à présenter sur le processus de la demande du visa étudiant? Est-ce que tu peux citer? Les différents documents, déjà, c'est la première chose, c'est ton I-20, c'est-à-dire ce qu'on appelle ta préinscription. Ça, c'est la première chose qu'ils veulent d'abord savoir parce que qu'est-ce qui fait que tu viens à l'ambassade, justement? C'est par rapport au fait que tu as attendu par rapport dans une école, en fait. Ce que tu as déjà attendu dans une école. Là, ils veulent d'abord voir ton I-20, en fait. Et ensuite, ils veulent voir les relevés bancaires, être sûr que tu es capable de payer l'école dans laquelle tu as postulé. Et ensuite, ils veulent voir tes documents, c'est-à-dire les trois bulletins de terminale, ton attestation du bac et ton relevé des notes au bac. Et une attestation de prise en charge et un relevé bancaire du preneur en charge. Voilà. Okay. Et la somme, il faut bien préciser une chose, c'est que la somme de l'école
doit être supérieure à la somme qui doit être... non, c'est-à-dire la somme du relevé bancaire doit être supérieure à la somme de l'école, en fait. Parce qu'il part toujours du principe qu'il peut arriver qu'il y a des imprévus, tu ne vas pas finir dans la rue, en fait. Voilà. Donc, en fait, tu as cité aussi le bac, n'est-ce pas? On doit aussi avoir le bac. Bien sûr. Le bac, c'est la première, c'est la clé pour avoir, bon, en fait, du moins, dans le processus que j'ai entamé, c'était la clé, en fait. Maintenant aussi, je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent immigrer aux États-Unis en qualité de visas étudiants, mais pas sans forcément avoir le bac, en fait. Mais là encore, ça c'est une autre procédure avec d'autres règles et puis d'autres écoles qui acceptent ça. Oui, puisque quand tu fais avec le bac, pour toi, ton but, c'est de venir t'inscrire au collège, community college qu'on appelle ici, ou à l'université. Mais quand tu arrives sans bac, ça veut dire tu dois d'abord aller au collège faire le bac. Comme nous, on fait en Afrique, genre tu vas en terminale pour faire le bac. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux encore nous parler de ta panique? En fait, tu ne retrouvais pas ton bac avant de commencer ton interview. Où se trouvait ton bac? Moi, à la base, c'est que j'avais tellement de documents qu'à un moment donné, le bac était juste là à côté, mais c'est juste moi qui étais embrouillé ce jour-là parce que je suis arrivé très tôt le matin, il fallait se préparer par rapport à cela. Tu penses aussi, bon, chez nous à l'époque c'était 100 000 francs, tu penses aussi à tes 100 000 francs que tu dois rentabiliser. Tu dois être sûr que l'argent ne part pas en vain. Donc tout ça là mélangé. Et puis quand tu es même là à l'entrée, tu entends comment chacun raconte les histoires, tel on a refusé tel le visa. Tu te dis seulement que non, moi je ne veux pas être celui-là qu'on va refuser le visa. Donc du coup, il y a cette atmosphère-là qui fait en sorte que les documents que tu sais que tu as vu ça quelques minutes avant, en fait, ça te fait perdre le contrôle, en fait. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Et là, le truc souvent, c'est que quand ça arrive comme ça, là, quand tu sors de l'ambassade, et là c'est la chance, il est mieux pour toi de trouver le document quand tu es encore dans les locaux de l'ambassade. Parce que une fois que tu as sorti des locaux, tu es sorti de la barrière, tout ça là, c'est fini. Tes 100 000 sont passés, en fait. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai retrouvé le bac comment? C'est-à-dire, après que la dame là a fini de mal me parler, parce qu'elle commençait à me menacer que fais vite, on va passer à quelqu'un d'autre. J'ai juste eu le temps de prendre toutes mes affaires et ramener ça là où j'étais assis pour maintenant bien fouiller calmement parce qu'elle était tellement en train de me mettre la pression que du coup je n'arrivais même plus à me retrouver dans mes notes. En fait. Je pense que c'était juste le stress. En fait, tout le monde a le stress là. Tu imagines, est-ce que vous vous imaginez souvent quand on est en train de passer le bac, on va préparer le bac, on va composer le bac, tu as le stress quand les résultats sortent aussi, et le stress, par exemple, tu veux voyager, ton cœur bat, est-ce que j'aurai le visa, est-ce que j'aurai pas le visa, et puis tu commences tu vois, tu as un document que tu as emmené, mais tu fais comme si tu l'as perdu, et puis, tu vois, et dans les moments là, il faut juste être relax et calme, tu vas retrouver ton document si tu penses que tu l'avais emmené le jour de l'interview, ok? Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé réellement ton interview? Les questions qu'on t'a posées? Bon, l'interview, en fait, à la base, l'interview, c'est... En fait, quand j'ai passé l'interview, c'est là où j'ai réalisé, en fait, que c'est nous qui mystifions ce genre de choses, en fait. Il y a vraiment rien de sorcier à l'intérieur. Et c'est normal qu'on mystifie ça parce que on évolue dans des pays là où sortir, aller à l'étranger, c'est comme si on allait au ciel, en fait. Donc du coup on mystifie ça à tel point que même parfois même les simples questions qu'on pose, si tu te calmes bien, tu vas répondre à ces questions là, mais c'est parce qu'on mystifie tellement le fait de vouloir sortir que du coup on perd la panique. En fait, je réalise même que on ne devrait même pas refuser à quelqu'un le visa. En fait, la raison pour laquelle on doit te refuser le visa, c'est peut-être parce que peut-être tu as manqué un document, mais je parle du fait que l'échange avec les gens, discuter avec eux, ce n'est pas une raison pour laquelle on doit refuser le visa à quelqu'un. C'est-à-dire, si on doit te refuser le visa, c'est peut-être parce que tu as manqué un document, et puis ce genre de choses-là, ou bien ils ont constaté peut-être une fraude, ou bien quelque chose comme ça. Mais vraiment, quand je suis allé devant le consul, il m'a posé 5 questions. Et c'était des questions quoi, tu vas faire quoi dans la ville? Parce que moi je venais au Nebraska, on me dit, par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé d'aller au Nebraska, par exemple? Tu aurais pu avoir d'autres villes, etc. Pourquoi spécialement le Nebraska? Donc j'ai évoqué
l'aspect de la connaissance que j'avais ici qui m'a aidé à avoir l'école. Et aussi, l'autre question, c'était quel est le domaine d'études que tu vas aller faire là-bas, en fait. Voilà, et puis tu commences à parler et et c'est aussi parfois aussi va te poser la question de savoir est-ce que tu aimes le football américain parce que là-bas la ville là où tu pars ils jouent au football, est-ce que tu vas t'impliquer dans les trucs dans les programmes et tout sportifs de la ville, etc. Donc, mais la question piège, ça c'était l'une des dernières questions, c'était quand tu finis, est-ce que tu vas revenir chez toi? Oh, donc on t'a fait le piège comme on m'a fait le piège. Ça veut dire que les pièges existent vraiment et il faut vraiment faire attention. Parce que Warren a eu le piège dans le cas de son visa étudiant et j'ai eu le piège dans le cas de la DIV et l'autre. Donc il faut faire très très attention les amis. Voilà. Alors on va te poser la question de savoir est-ce que tu vas revenir. Mais qu'est-ce que tu as répondu? Bien évidemment, comme un Africain qui se respecte, voilà, tu dis toujours que tu reviens chez toi. Yep. Et c'est pas comme si tu mentais aussi, c'est une vérité. Donc il y a ça, mais vraiment c'est pas l'interview, c'est pas quelque chose de sorcier. Il faut juste te calmer et puis rassembler toutes tes idées et puis tu réponds. C'est bien dommage, depuis que je suis ici, il y a 2 personnes qui n'ont pas eu le visa. Mais en fait, quand tu écoutes les réponses, la manière dont ils te racontent, la manière dont l'interview s'est passée, c'est juste de la panique en fait. Il n'y avait pas quelque chose là qui... c'était vraiment juste de la panique. C'est aussi simple que ça. Et voilà quoi. C'est un peu ça. Et maintenant, si je devais, pourquoi pas, dire un mot par rapport à tout ce qu'on a pu dire là, c'est que à la fin de la journée, tout le monde ne peut pas venir aux États-Unis avec la DIV loterie. Il y a d'autres qui vont venir en qualité d'étudiants et c'est normal. Il faut venir pour apprendre des compétences et puis rentrer, développer le continent. Mais maintenant, si toi, tu as postulé pour la DIV loterie et que tu n'as pas été retenu et que tu as un diplôme, enfin, ou que tu as le bac, c'est le moment pourquoi pas. C'est si tu veux, bien évidemment. Tu peux toutefois aussi postuler pour venir aux États-Unis pour étudier. Ça, c'est si tu veux. Mais ne sois pas dans cette logique-là de défaite en disant que c'était pas pour moi ou bien par exemple c'est pas fait pour moi. Certes, ça ne peut ne pas être fait pour toi, mais la chose ici qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce qui est fait pour toi, sois heureux dans ça. C'est vraiment ça la moralité de cette chaîne en fait. C'est-à-dire t'emmener à ce que tu sois heureux avec la voie que tu auras choisie. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau là où tout le monde veut sortir du continent. Mais justement, le problème, c'est que tout le monde veut sortir du continent parce que justement, on a tellement diabolisé le continent. Et ça, on a fait ça depuis tant petit. Mais maintenant, nous qui sommes dans la diaspora aujourd'hui, en fait, c'est tellement contradictoire parce que ceux qui sont au pays veulent sortir du pays, mais ceux qui sont dehors veulent rentrer en fait. C'est-à-dire, on est dans une espèce de contradiction permanente. Là où quand tu parles avec quelqu'un qui est au pays, te dit que le pays, ça ne va pas. Mais la même personne, c'est-à-dire toi qui es à l'étranger, quand toi tu parles du moi je vais rentrer au pays, il te voit comme si tu étais quelqu'un de dérangé en fait. Mais c'est normal, c'est parce que justement, nous on a découvert certaines choses et quand on vient, on partage avec vous. On aurait pu se focaliser sur le fait que on garde ça pour nous, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous, on pense clairement que l'origine de la vie et l'essence de la vie réside dans le partage. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe, justement, pour vous partager notre expérience. Ok, la dernière question, c'est celle que tout le monde attend, ok? On a parlé de comment se passe la procédure du visa étudiant aux États-Unis. On a parlé quel diplôme il fallait avoir pour postuler au visa étudiant, s'il fallait avoir des contacts aux États-Unis pour faire ta procédure du visa étudiant. On a parlé des documents à fournir, de la préinscription, de l'interview. Ok, la dernière question qu'on n'a pas encore évoquée ici, c'est est-ce que ton visa a été accordé ou refusé, Warren? Ben, le visa a été accordé. Finalement, le visa a été accordé. Ça a été accordé. Ça s'est bien passé. Je crois qu'on te donne le visa un à 2 jours après. On va te signaler de venir chercher ça 1 à 2 jours après. Ça a été accordé. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Sinon, si ce n'était pas accordé, ben,
je devais rester au quartier, un peu à siffler les petites, comme on dit. Si c'était pas correct, ça veut dire qu'on ne devait pas se rencontrer, Warren et moi. Voilà. Dieu connaît comment il fait ces choses. Voilà. Donc c'est un peu ça, Voilà. Ok, dans le cas du visa étudiant, quand tu donnes le visa là, c'est pour combien la période, c'est pour combien de temps? C'est 5 ans. Oh. C'est 5 ans. Ok. C'est pendant 5 ans parce qu'ils calculent sur le fait que c'est quoi, peut-être jusqu'au master, quelque chose comme ça. C'est 5 ans. C'est vraiment différent avec les gens qui viennent avec de la green card. En fait, c'est vraiment différent les deux procédures, les procédures green card, visa étudiant, tout ça là, visiteur, tout ça. On aura l'occasion d'évoquer toute catégorie de visa et les procédures, ok? Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui parlait de comment se passe la procédure du visa étudiant aux États-Unis. Warren nous a partagé son expérience et on a vraiment appris de son expérience et je crois que beaucoup de gens se retrouvent aussi dedans parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions, qui ont demandé à faire cette vidéo, ok? Vous avez eu les réponses à vos questions et vraiment, nous sommes là pour partager avec vous, comme Warren disait. On a terminé la vidéo et tu as un mot, Warren? Ben, le mot de fin, c'est que abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, partagez, et là, et suivez-nous sur Facebook, voilà, et sur YouTube, et encouragez-nous aussi parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. On est ici pour vous servir, donc, et on remercie Stéphane qui a posté cette question-là, cette idée de vidéo-là, c'est très bien. Continuez à faire ça, dites-nous si vous avez des préoccupations, ou bien s'il y a des vidéos que vous voulez qu'on puisse couvrir, n'hésitez pas, on est là. Et si on en parlait, en fait, c'est-à-dire, c'est vraiment le but et si on en parlait, peu importe les sujets qui sont en rapport avec la communauté noire, on va se faire un plaisir d'en parler. Donc, pour t'abonner, tu n'as qu'à aller sous ton écran à droite, clique sur le bouton subscribe. Subscribe signifie abonne-toi. Abonne-toi pour rester connecté avec nous dans la chaîne et si on en parlait ou on parle en général de tous les problèmes africains, famille, business, États-Unis, ok? Mais aussi active la cloche. La cloche te permettra quand on est en ligne, tu seras notifié en premier, ok? Ok. Ben écoute, donc on se dit à la prochaine. À la prochaine les amis. Ok.